Bonjour, dans la dernière vidéo, nous avions étudié la première ligne de défense immunitaire, à savoir l'immunité innée. Il s'agit de processus rapides à se mettre en place, mais qui sont limités quand même dans leur efficacité. Maintenant, nous allons aborder l'immunité adaptative, encore appelée immunité acquise, qui constitue cette fois des défenses plus lentes à se mettre en place, mais qui sont d'une efficacité redoutable. En général, ces défenses adaptatives suffisent à se débarrasser complètement d'une infection. Ce type d'immunité sera traité dans 2 vidéos successives. Cette vidéo, donc il se limitera à la description des différents acteurs de l'immunité adaptative, donc que ce soit les organes, les cellules, les molécules et tout ça. Et dans une suivante, j'aborderai la construction du répertoire immunitaire ainsi que la mise en place de l'immunité adaptative. Alors, parlons déjà des organes de cette immunité adaptative, puisque ce type d'immunité repose sur un certain nombre d'organes spécialisés qui ont tous un rôle bien précis. Tout d'abord, il y a la moelle osseuse. Il s'agit là de l'organe où sont créées toutes les cellules sanguines. En fait, il s'agit de la substance de couleur un petit peu rosâtre là qui se trouve au centre des os. Vous savez, c'est l'espèce de substance là qu'on mange dans un os à moelle. Et c'est pas mauvais en fait. Eh bien, c'est au sein de cette moelle où sont produits tous les globules blancs, dont les lymphocytes, donc de l'immunité adaptative. Il y a également des processus de maturation des lymphocytes B qui ont lieu dans cette moelle. On reviendra là-dessus dans la deuxième vidéo. Ensuite, on a le thymus. Donc là, il s'agit d'un organe qui est situé au niveau du thorax. Pour les amateurs de riz de veau, en fait c'est ça. Et c'est au sein de ce thymus où vont maturer certaines cellules de l'immunité adaptative, donc à savoir les lymphocytes T. Ensuite, on a les organes où sont stockées les cellules immunitaires. Donc là, en gros, il s'agit d'espèces de casernes, dont la rate et les ganglions lymphatiques. Alors, il faut savoir que tous ces ganglions lymphatiques sont reliés entre eux, en fait, par un espèce de réseau constitué de vaisseaux, donc que l'on qualifie de vaisseaux lymphatiques, et qui contiennent un espèce de liquide qu'on appelle la lymphe, et en gros, c'est un liquide qui ressemble beaucoup au sang, mais sans les globules rouges, donc c'est un liquide qui est du coup incolore. Cette lymphe, en fait, irrigue la totalité des tissus de l'organisme, et permettent, du coup, avec la circulation sanguine, aux cellules immunitaires de se déplacer au sein de l'organisme. Voilà pour les organes. Alors voyons maintenant quelles sont les cellules impliquées dans l'immunité adaptative. Donc ce type d'immunité repose sur des leucocytes que l'on va qualifier de lymphocytes. Ces lymphocytes, on les reconnaît facilement, car il s'agit de petites cellules qui contiennent un gros noyau arrondi. Mais attention, il en existe plusieurs types. On a les lymphocytes B, les lymphocytes T, CD8, et les lymphocytes T, CD4. Alors pourquoi CD8 et CD4 ? En gros, c'est le nom de protéines qui sont présentes sur la membrane donc, de ces lymphocytes T. Ces 3 types de lymphocytes, lorsqu'ils sont activés, vont se transformer en cellules qualifiées de cellules effectrices. Les lymphocytes B, eux, se transforment en plasmocytes. Les lymphocytes T CD8 se transforment en lymphocytes T cytotoxiques, et les lymphocytes T CD4, eux, se transforment en lymphocytes T auxiliaires. Chacune de ces cellules effectrices va avoir un rôle bien particulier à jouer. Les plasmocytes, eux, ont comme rôle de produire de très grandes quantités d'anticorps. Les anticorps, ce sont des molécules très importantes dans la réponse immunitaire adaptative, et j'y reviendrai tout à l'heure en détail. Les lymphocytes T cytotoxiques, eux, vont s'attaquer aux cellules infectées, ou aux cellules anormales, genre par exemple les cellules cancéreuses, et donc en gros, ils vont se coller à la cellule anormale, et ils vont relâcher des molécules de type perforine et granzyme, et ces molécules, en gros, seront responsables de leur destruction. Les lymphocytes T auxiliaires, maintenant, eux, ils ont la responsabilité de produire des molécules de signalisation, que l'on appelle des interleukines, et ces interleukines, elles vont permettre, en fait, de déclencher la multiplication et la différenciation de tous les lymphocytes. Mais alors attention, car contrairement aux cellules de l'immunité innée, chacun de ces lymphocytes et chacune de ces cellules effectrices ont une action spécifique sur les pathogènes. En fait, il faut bien comprendre que chaque pathogène, ou chaque cellule anormale, donc que ce soit des bactéries, des toxines, des cellules infectées, des cellules cancéreuses, ce que vous voulez, peut être identifié par des motifs moléculaires qui sont présents sur leur surface. Et ces motifs moléculaires sont appelés des antigènes. Chaque lymphocyte présente à sa surface des récepteurs spécifiques, à un antigène donné. Ces récepteurs, donc ça peut être des anticorps membranaires dans le cas des lymphocytes B, ou des récepteurs membranaires, donc de type TCR, chez les lymphocytes T. Et donc, chaque lymphocyte ne pourra réagir que contre un seul antigène, donc que contre un seul type de cible. Heureusement, notre immunité adaptative contient un très grand nombre de lymphocytes différents, ce qui leur permet de reconnaître du coup à peu près tout et à peu près n'importe quoi. Et toute cette diversité de lymphocytes, c'est ce qu'on appelle le répertoire immunitaire. Voilà pour les cellules.
Maintenant, pour finir, voyons les molécules impliquées dans le système immunitaire. Donc en gros, les anticorps. Ces anticorps, ils se trouvent dans le sérum du sang. Donc, le sérum, c'est quoi? C'est la partie qui reste liquide lorsqu'on fait coaguler le sang. Donc dans le coagulat, on va avoir tout ce qui est cellules et toutes les protéines qui sont responsables de la coagulation. Et dans ce qui reste en liquide, donc le sérum, on trouvera donc exclusivement des protéines. Et donc parmi ces protéines, on trouve les anticorps, encore appelés immunoglobulines ou gamma-globulines, et qui ont un rôle primordial à jouer dans l'immunité adaptative. Donc, on parlera notamment de réponse humorale. Ces anticorps sont en fait des protéines avec une structure bien particulière en Y. En gros, ça ressemble à peu près à ça, et schématisé, ça donne ça. Chaque anticorps va être constitué du coup de 4 chaînes, 2 chaînes lourdes et 2 chaînes légères. Donc, les 2 chaînes lourdes sont reliées entre elles par des liaisons covalentes, et les 2 chaînes légères sont reliées aux chaînes lourdes. On distingue dans toute cette structure une partie constante qui va varier assez peu d'un anticorps à l'autre. Donc c'est toute la partie inférieure de l'anticorps. Et une partie variable qui, comme son nom l'indique, va varier énormément d'un anticorps à l'autre. Ces parties variables se trouvent aux 2 extrémités du Y et vont définir le site de reconnaissance de l'antigène. Le fait que ces parties soient variables permet ainsi à chaque anticorps d'être spécifique d'un seul antigène donné. Au niveau du pied de l'anticorps, dans la partie constante, on va également avoir un site de reconnaissance, mais cette fois pour les phagocytes, donc qui sont les cellules de l'immunité innée qui sont impliquées dans la phagocytose. Donc en fait, qui vont pouvoir reconnaître du coup ces anticorps. Ces anticorps, ils sont produits en grande quantité par les plasmocytes, donc qui sont les cellules effectrices qui dérivent des lymphocytes B. Et chaque anticorps est spécifique d'un antigène donné, selon la forme de ses parties variables. Donc il faut savoir que un anticorps va être spécifique du même antigène que les anticorps membranaires présents initialement sur le lymphocyte B. C'est-à-dire que mon lymphocyte B, donc qui va donner le plasmocyte, va avoir la même spécificité que les anticorps qui vont être produits par ce plasmocyte. Et donc, une fois que les anticorps sont relargués par les plasmocytes, ils vont aller se fixer sur les antigènes dont ils sont spécifiques, et donc ça va créer une espèce de complexe, là, par agglutination des antigènes avec les anticorps, et ces complexes, on appelle ça des complexes immuns. Les conséquences sur la cible vont être variables et vont dépendre de la nature de cette cible. Si la cible est un virus, alors celui-ci ne pourra ni se multiplier, ni infecter de nouvelles cellules. Si la cible est une toxine, alors celle-ci sera rendue inoffensive, car elle va être complexée au sein du complexe immun. Et enfin, si la cible est une bactérie, le recouvrement de celle-ci par les anticorps empêchera sa multiplication. Donc elle sera rendue inoffensive par ce recouvrement. Dans tous les cas, les complexes immuns sont reconnaissables facilement par les leucocytes qui sont responsables de la phagocytose, donc qui sont des cellules de l'immunité innée, donc par exemple les macrophages, les cellules dendritiques, etc. Et du coup, ça facilitera leur destruction. Au passage, les complexes immuns qui sont formés par l'interaction entre antigènes et anticorps spécifiques sont repérables facilement à l'œil nu lorsque l'on fait des expériences d'immunodiffusion. C'est ce que je vais expliquer maintenant. Alors en gros, il existe 2 expériences d'immunodiffusion assez classiques, le test d'Ousterlony et le test de Mancini. Pour le test d'Ousterlony, on creuse des puits dans de la gélose, on a un puits central dans lequel on met des anticorps, et dans les puits périphériques, on met différents antigènes. Et donc le but du test, ça sera de repérer du coup les antigènes qui sont spécifiques de l'anticorps testé. Donc toutes ces molécules vont migrer dans la gélose, et lorsque les anticorps vont rencontrer les antigènes spécifiques, il va alors se former des complexes immuns, et qui seront visibles à l'œil nu, sous forme d'espèces d'arcs, là, un petit peu plus clairs, et qu'on appelle arcs de précipitation. Voilà, en réel, ça donne ça. Voilà, et donc ce test permet facilement d'identifier les antigènes qui sont spécifiques à un anticorps donné. Dans le même genre, on a aussi le test de Mancini. Donc là, le principe c'est à peu près le même, sauf qu'il n'y a pas de puits central, mais à la place, les anticorps sont imprégnés directement dans la gélose. Du coup, au lieu d'observer des arcs de précipitation, on aura des auréoles de précipitation dont le diamètre dépendra de la concentration de l'antigène. Donc bien sûr, plus l'antigène sera concentré, plus l'auréole sera importante. Voilà pour les différents acteurs de l'immunité adaptative. Il ne nous reste donc plus qu'à voir comment tout cela se met en place, et donc pour cela, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.